Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Histoire de l'Empire perse de Cyrus à Alexandre. C'est un livre qui a été écrit par Pierre Briand. Alors l'Empire achéménide, qui a dominé le Moyen-Orient pendant près de 2 siècles, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire mondiale. À son apogée, cet empire a su rassembler une diversité de peuples et de cultures sous une administration centralisée, intégrant des innovations dans la gestion et l'économie. Cependant, cette réussite a été mise à l'épreuve au IVe siècle avant Jésus-Christ, alors qu'une série de crises internes, de révoltes et de pressions extérieures, notamment celle de l'émergence d'Alexandre le Grand, a commencé à miner sa stabilité. Ce livre propose une exploration approfondie de la chute de l'Empire achéménide, analysant les dynamiques complexes qui ont conduit à son effondrement entre 336 et 330 avant Jésus-Christ. À travers une étude des territoires, des armées et des stratégies, on examine comment Darius III a lutté pour maintenir son pouvoir face à l'invasion macédonienne. Les relations entre les élites locales et le pouvoir central révèle également un tableau nuancé où la popularité et l'impopularité de la domination achéménide jouent un rôle clé dans le destin de l'Empire. En décortiquant ces événements, le livre ne se limite pas à un simple récit historique, il cherche à comprendre les conséquences durables de la chute de l'Empire, notamment la transition vers les royaumes hellénistiques, avec des implications qui s'étendent bien au-delà de l'Antiquité. Dans ce contexte, la fin de l'Empire achéménide n'est pas seulement un récit de défaite, mais un moment charnière qui annonce la naissance de nouvelles réalités politiques et culturelles. La période allant de Cyrus le Grand à Darius le Grand est caractérisée par une expansion impressionnante et une construction méthodique d'un empire vaste et diversifié. L'ascension de Cyrus commence par des hostilités avec les Médès et leur roi Astiage. En 553 avant Jésus-Christ, Cyrus, qui avait consolidé sa position dans la région, lance une révolte contre Astiage. La victoire de Cyrus à la bataille d'Écratane, qui se conclut par la défaite d'Astiage, marque le début de l'unification des terres sous son égide. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle augure également une nouvelle ère de gouvernance. Cyrus a tiré parti de la situation internationale fluctuante pour renforcer son pouvoir. Après avoir dévasté le régime médique, il se tourne vers le sud et l'ouest, le regard porté sur la riche région de la Lydie. Avec des alliés régionaux, il parvient à sécuriser des routes commerciales stratégiques, ouvrant ainsi des perspectives économiques nouvelles pour son empire naissant. La conquête de la Lydie en 546 avant Jésus-Christ, avec la défaite de Crésus, est emblématique de la stratégie élaborée par Cyrus. Cette victoire non seulement enrichit ses coffres, mais établit aussi un poste avancé dans la Méditerranée, facilitant le commerce et la communication avec les civilisations méditerranéennes. Parallèlement, les campagnes de Cyrus s'étendent vers l'Asie centrale. Il se confronte à des tribus indépendantes et conquiert des territoires clés, consolidant ainsi l'emprise perse sur ces régions stratégiques tout en introduisant un système administratif allié sur les pratiques perses. La capture de Babylone en 539 avant Jésus-Christ est un moment charnière. Cyrus, présenté comme un libérateur, est acclamé par la population babylonienne, radicalement différente des conquérants précédents. Cela marque le début d'une politique de tolérance et de respect vis-à-vis des cultures locales, soulignant la vision humaniste de Cyrus. Après Babylone, Cyrus s'aventure vers la Transeuphrataine, c'est-à-dire la région au-delà de l'Euphrate, puis en Égypte. Son ambition d'installer une domination perse sur cette région est à la fois politique et culturelle. Il cherche à façonner une identité impériale plus cohérente. Le règne de Cambyse, fils de Cyrus, débute par la conquête de l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Bien que son règne soit plus court et marqué par des conflits internes, il continue d'étendre le territoire perse tout en rencontrant une résistance dans des territoires récemment conquis. Sous Cyrus, les territoires conquis sont organisés en satrapies.
Ces provinces, dirigées par des satrapes fidèles, assurent le contrôle administratif tout en permettant une certaine autonomie locale, ce qui est essentiel pour gérer un empire aussi vaste. Le traitement de Babylone révèle une habileté à intégrer des pratiques administratives existantes tout en instaurant de nouvelles structures gouvernantes. Cela démontre une flexibilité dans l'approche persane de la gouvernance, favorisant la continuité dans l'administration locale. La période de Cyrus à Darius constitue un jalon fondamental dans l'histoire de l'Empire perse. Avec une série de conquêtes audacieuses et une administration innovante, ces deux souverains ont pavé la voie à l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire, dont l'héritage continue de résonner aujourd'hui. La transition de la conquête à l'établissement d'un empire intégré souligne la vision d'unification et de respect des diversités culturelles, renforçant les bases d'un empire qui allait perdurer pendant des siècles. La deuxième partie de l'œuvre porte sur l'histoire de l'Empire perse et elle explore l'idéologie et les représentations du pouvoir royal sous les Achéménides, mettant en lumière comment le roi était perçu et comment il gouvernait. Les souverains perses ne se contentaient pas de conquêtes militaires, ils cherchaient à laisser un héritage durable à travers des projets monumentaux. Les palais, routes et structures administratives construites sous leur règne servaient à symboliser la gloire et la puissance de l'empire. Ces constructions utilisaient également leur capacité à centraliser et à administrer efficacement un vaste territoire diversifié. Les inscriptions royales et l'iconographie jouent un rôle crucial dans la communication du pouvoir. Ces littératures monumentales servaient à rappeler la légitimité divine et humaine du grand roi en montrant sa bienveillance et sa domination sur les peuples conquis. Le pouvoir impérial était représenté de manière idéalisée, unifiant sous une même autorité des territoires culturellement divers. Ces représentations mettaient l'accent sur la diversité des peuples sous sa gouverne, soulignant une domination pacifique et harmonieuse. Les festivités impériales étaient autant des occasions de célébration que des démonstrations de pouvoir. Elle mettait en scène le roi parmi ses sujets, renforçant l'image d'un souverain proche de son peuple, mais aussi suprême dans son autorité. La table royale symbolisait la prospérité et l'abondance de l'empire, tandis que les jardins royaux ou paradis représentaient une appropriation harmonieuse de l'espace et l'exaltation du centre impérial, ce qui unifiait nature et culture sous la bienveillance royale. L'étude des sources et des représentations royales révèle les complexités et les contradictions de l'idéologie monarchique. Les récits souvent idéalisés nécessitent une analyse critique pour comprendre les réalités derrière les apparences. Les représentations du roi, souvent magnifiées et idéalisées, montrent un souverain en majesté, associant force et sagesse. Ces symboles reflètent une recherche constante de la légitimation du pouvoir. Le roi était présenté comme un guerrier et un protecteur, défenseur de la terre et des valeurs divines. Sa relation avec le divin était centrale, le présentant comme un intermédiaire entre les hommes et les dieux. La vie de cour était complexe, les rôles et statuts étaient bien définis. Les eunuques, par exemple, détenaient des positions influentes proches du roi, symbolisant la diversité et la sophistication de l'administration royale. Les femmes de la cour, bien que souvent en arrière-plan, jouaient des rôles clés dans la diplomatie et les alliances. La table royale était un lieu de pouvoir, matière de diplomatie et de démonstration de la richesse impériale. Les chasses royales, symbole de domination, renforçaient l'image d'un souverain habile et puissant. La splendeur royale, visible dans les parures et rituels, soulignait la grandeur et l'autorité inhérente du roi. La relation du roi avec ses fidèles était fondée sur un système de dons et contre-dons, reflétant à la fois la générosité royale et l'asymétrie du pouvoir. Les satrapes jouaient un rôle crucial dans l'administration de l'empire, en lien inextricable avec la loyauté personnelle du souverain. L'interaction entre le pouvoir central et les diverses aristocraties montre la complexité d'un empire composé d'une multitude culturelle. L'administration achéménide s'efforçait de maintenir un équilibre entre le pouvoir royal et les influences locales, garantissant ainsi la stabilité et la longévité de l'empire.
La troisième partie de l'ouvrage se concentre sur la gestion territoriale, les dynamiques économiques et administratives qui ont permis à l'Empire perse de s'étendre et de perdurer. L'Empire achéménide a établi un réseau routier sophistiqué, facilitant la communication et le contrôle entre les régions éloignées de l'Empire. Les routes royales, bien entretenues, permettaient des déplacements rapides des troupes et des messagers, essentiels à la gestion impériale efficace. Ce réseau était crucial pour maintenir l'unité et la cohésion de l'Empire en connectant diverses satrapies. Les Perses mettaient en œuvre des stratégies pour contrôler de vastes territoires, notamment en intégrant des systèmes de surveillance et en établissant des centres administratifs stratégiques. Cette maîtrise de l'espace était fondamentale pour la stabilité du pouvoir central. Les grandes routes facilitaient non seulement le transport de personnes, mais aussi celui des biens, ce qui renforçait les échanges économiques à travers l'Empire. Les routes commerciales servaient de vecteurs de richesse et d'interaction culturelle, permettant ainsi la circulation des marchandises, des idées et des technologies. Le système de prélèvement des tribus était central à l'économie impériale. Les documents historiques, bien que fragmentaires, offrent un aperçu des mécanismes complexes de collecte et de répartition des ressources. Chaque satrapie avait l'obligation de verser un tribut substantiel au roi, ce qui était à la fois une reconnaissance de souveraineté et un soutien logistique aux besoins de l'Empire. Les dons, souvent symboliques, renforçaient les liens de loyauté entre les subordonnés et le roi, représentant une forme d'échange inégal mais nécessaire à la stabilité politique. L'usage de métaux précieux pour le paiement et de monnaie locale montre un système économique flexible et adaptatif permettant une circulation efficiente des ressources à travers l'Empire. La gestion des terres, qu'elles soient royales ou tributairement liées, constituait la base de l'économie de l'Empire, soulignant une complexité entre propriété et usage communal. Les tablettes découvertes à Persépolis révèlent une administration hautement structurée et centralisée. Elles offrent des connaissances essentielles sur l'organisation économique et les pratiques administratives. L'organisation hiérarchisée permettait une coordination efficace de la production agricole et artisanale, ce qui était essentiel à la prospérité économique de l'Empire. L'agriculture était le pilier économique principal, avec des prélèvements organisés pour approvisionner les réseaux de distribution de l'Empire. La distribution et l'usage des terres reflétaient l'équilibre entre exploitation royale et propriété privée, ce qui intégrait une mosaïque de systèmes fonciers adaptés aux variables régionales. Sous Darius, l'Égypte a vu des réformes administratives et économiques qui ont intégré le territoire plus étroitement au sein de l'Empire tout en respectant certaines traditions locales. La Babylonie bénéficiait d'une administration adaptée qui absorbait des éléments de gestion locaux tout en poursuivant l'intégration dans le réseau impérial. L'Empire achéménide se distinguait par sa politique d'identité foncière tout en respectant les diversités culturelles et administratives des régions. Elle intégrait diverses populations sous une autorité centralisée tout en favorisant la cohésion impériale. Alors, l'étude de Xerxès repose sur des sources souvent biaisées, en grande partie d'origine grecque, ce qui complique la reconstruction fidèle au règne de Xerxès. Les sources perses telles que les inscriptions sont plutôt glorifiantes et elles servent à diffuser un contrepoint. Après la mort de Darius en 486 avant Jésus-Christ, Xerxès hérite d'un empire puissant mais complexe, devant immédiatement gérer les grandes réformes et projets laissés par son père. Marqué par les expéditions militaires contre la Grèce, le règne de Xerxès voit la mobilisation massive de ressources et de troupes. Le passage de Sardes est crucial dans la marche contre Athènes. Xerxès doit jongler entre le front grec et la défense de ses frontières orientales, testant ainsi sa capacité à maintenir la cohésion impériale. La défaite lors de la bataille de Salamine impacte gravement le moral persan et entraîne des replis stratégiques, ce qui stimule des révoltes dans certaines provinces. Xerxès s'efforce d'entretenir des relations pacifiques avec les peuples conquis, bien que son image reste celle d'un roi parfois distant. La dévotion à Ahura Mazda, soulignée dans les inscriptions, reflète l'ancrage religieux du pouvoir de Xerxès avec une volonté de restaurer l'ordre divin. Les réponses aux offensives athéniennes montrent les difficultés pour Xerxès à sauvegarder l'emprise perse sur les territoires d'Asie mineure.
Malgré les revers militaires, Xerxès ajuste ses stratégies pour tenter de maintenir une influence sur le bassin méditerranéen. La transition à son fils Artaxerxès s'avère cruciale pour la stabilité interne de l'Empire, ce qui a nécessité des ajustements politiques. L'avènement d'Artaxerxès Ier inaugure une période marquée par l'intensification des troubles tant internes qu'externes. Les rébellions en Égypte démontrent les défis de maintenir l'autorité impériale face à un front où les influences locales restent fortes. La gestion de la région, riche en dissensions, devient centrale pour maintenir des lignes de communication vitales pour l'Empire. La gestion du Transeuphrate, cette région qui va au-delà justement de l'Euphrate, est riche en dissensions et elle devient centrale pour maintenir des lignes de communication vitales pour l'Empire. Les tensions dans ces zones préoccupent Artaxerxès qui doit déployer des efforts diplomatiques et militaires considérables. Esdras et Néhémie à Jérusalem, donc ces figures bibliques, jouent des rôles importants dans la stratégie perse, ce qui permet de stabiliser la région par des réformes religieuses et politiques. Le maintien de l'influence dans des régions instables met en évidence la fragilité de la domination impériale. Malgré les révoltes, Artaxerxès réussit à renforcer l'emprise perse sur de nombreuses provinces par la rénovation de structures administratives. Le règne d'Artaxerxès II se caractérise par une documentation limitée et elle est marquée aussi par les perspectives hégémoniques grecques. La guerre des deux frères, donc c'est un conflit interne qui affaiblit l'Empire. Eh bien, ce conflit illustre les tensions dynastiques qui pèsent sur le pouvoir central. Malgré les défis, Artaxerxès II réussit à rétablir une certaine stabilité, menant des opérations militaires stratégiques. Avec des interventions coordonnées, Artaxerxès cherche à renforcer l'autorité perse en Asie mineure. Les campagnes menées par Agésilas de Sparte menacent l'équilibre de l'empire perse, ce qui nécessite une réponse forte et coordonnée. Les périodes de succès militaires sont souvent suivies de revers. Les relations complexes entre le roi et ses satrapes montrent les efforts nécessaires pour maintenir la cohésion dans un empire aussi vaste et diversifié. Ces dynamiques aboutissent à une gestion décentralisée, mais essentielle pour préserver le fonctionnement impérial jusqu'à Artaxerxès III. L'époque de Darius III est fortement marquée par l'expansion rapide d'Alexandre le Grand. Suivant son parcours, on découvre une image complexe des satrapies perses et des défis qu'elles doivent surmonter. La documentation portant sur cette période est fragmentaire. Elle comprend des récits souvent biaisés par les succès d'Alexandre, ce qui rend difficile la reconstruction objective de l'empire achéménide. La satrapie de Dasky-Léon est localisée en Asie mineure et elle joue un rôle clé dans le contrôle des routes vers l'ouest et dans la gestion des affaires locales sous l'autorité perse. Ces routes commerciales cruciales relient des centres économiques importants, ce qui illustre le rôle vital des échanges pour l'Empire, notamment celle qui va de Sardes à Éphèse. Ces territoires sont témoins des influences culturelles et militaires en jeu, et elles révèlent une mosaïque d'influences helléniques et perses, notamment la région qui va de Kélaïnaï à Halicarnasse. La région de la Carie, avec des acteurs comme Pixodaros, montre la complexité des alliances locales face à la montée macédonienne. Les routes reliant ces centres illustrent le système administratif robuste qui soutient la communication et la logistique militaire. Alors, les relations entre Darius et l'aristocratie révèlent des tensions internes et la nécessité d'assurer de la loyauté des satrapes. Les armées royales sont des composantes fondamentales de l'Empire et elles sont mises à rude épreuve par les tactiques d'Alexandre. Elles révèlent des lacunes organisationnelles malgré leur grandeur nominale. Les populations contribuent à l'économie tributaire, mais les tensions économiques s'exacerbent sous la pression des besoins militaires et administratifs. La fin du règne de Darius III, scellée par la défaite contre Alexandre, marque une transition majeure dans l'histoire perse, transformant l'ancien monde achéménide et ouvrant la voie à l'hellénisation du Moyen-Orient. Cette période s'achève sur une note de transformation
et de réflexion sur les limites du pouvoir impérial face aux forces conquérantes extérieures. Alors Darius III tente de défendre son empire en mobilisant ses vastes armées et en mettant en place des stratégies défensives. Cependant, les forces macédoniennes, bien orchestrées par Alexandre, exploitent les faiblesses logistiques et morales des troupes perses. L'empire, qui était vaste et diversifié, se retrouve en difficulté pour contrer la campagne éclair d'Alexandre. La loyauté envers Darius fluctue face à l'avancée implacable d'Alexandre, tandis que certains satrapes et membres de son entourage restent fidèles, d'autres hésitent ou changent de camp, souvent séduits par la promesse de pouvoir qu'offre Alexandre. Les élites locales jouent un rôle crucial dans cette période de transition. Nombre d'entre elles, lassées par les lourds tributs et l'autorité centrale, voient en Alexandre un libérateur potentiel. La domination achéménide oscille entre popularité donc et impopularité, ce qui affecte la résistance interne à l'invasion. Darius III est finalement trahi par ses propres partisans et il est capturé. Il meurt en 330 avant Jésus-Christ, ce qui symbolise la fin officielle de la résistance achéménide. Sa mort est entourée d'intrigues. Elle révèle un empire en pleine désintégration interne avant même la conquête totale d'Alexandre. L'effondrement de l'Empire ne résulte pas uniquement des actions militaires, mais aussi des faiblesses structurelles internes qui étaient exacerbées par la pression extérieure. Les systèmes administratifs et militaires de l'Empire, bien que robustes, ne peuvent s'adapter suffisamment rapidement aux tactiques et à l'intelligence stratégique d'Alexandre. La fin de l'Empire achéménide marque le début d'une nouvelle ère, où les conquêtes d'Alexandre mènent à la fondation des royaumes hellénistiques, notamment l'empire séleucide sous Séleucos. Transition directe de la domination achéménide à celle des Diadoques. Cette période redéfinit les structures politiques, culturelles et économiques du Moyen-Orient. D'une autorité centralisée à une mosaïque de pouvoir hellénistique, cette transition ouvre les échanges entre l'Orient et l'Occident, préparant le terrain pour une nouvelle dynamique mondiale.